Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sur une figure qui fascine, qui effraie un petit peu aussi. C'est la figure des sorcières. Alors la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique très probablement aussi ancienne que l'humanité, qui consiste à utiliser les forces de la nature à son profit, au profit des autres pour des fins à la fois positives et négatives. L'Antiquité nous présente plusieurs sorcières. La plus célèbre est probablement Circé qui envoûte les compagnons d'Ulysse. Euh, la Bible présente aussi quelques sorciers qui généralement ont un aspect négatif. Sous Clovis, les sorciers sont condamnés, mais sont condamnés à des amendes. Ce ne sont pas non plus des personnes qui sont considérées comme extrêmement dangereuses, mais c'est à partir de 1326 que la sorcellerie est condamnée donc par la bulle du pape Jean XXII et qui va être directement associée à une pratique démoniaque. Si avant les sorciers, les sorcières étaient considérées comme négatives, comme ayant un pouvoir occulte, elles n'étaient pas, avant cette bulle papale, associées aux démons directement. Et c'est en 1486 paraît le Malleus Maleficarum, qui est un véritable manuel destiné aux chasseurs de sorcières et qui va prescrire de manière extrêmement détaillée comment on va repérer les sorcières, comment on va pouvoir les identifier, comment on va pouvoir les torturer pour les faire avouer et les exécuter. C'est véritablement cet ouvrage qui va être le point de départ de la chasse aux sorcières et de la persécution de ces femmes qui finalement avaient un savoir naturel, un savoir non conventionnel, non maîtrisé par les institutions et qui allait déclencher énormément de craintes vis-à-vis du pouvoir patriarcal de la Renaissance. Alors au cours de notre travail, nous allons essayer de l'articuler en trois parties. Nous allons d'abord parler des légendes liées aux sorcières, qui va être une partie peut-être un peu plus mystique. Puis dans un second temps, nous allons parler de quelques procès célèbres. Il y en aura beaucoup, mais il y en a vraiment certains qui vont attirer l'attention, ou parce qu'ils vont traiter de personnages marquants liés à l'histoire, ou tout simplement parce qu'ils vont traiter d'un très grand nombre d'individus. Et puis dans un troisième temps, nous évoquerons la figure contemporaine des sorcières, qui se réapproprie finalement cette figure féminine eh bien, de la Renaissance et va en faire une figure du féminisme moderne. Alors, comme nous l'avons dit en introduction, la sorcière va maîtriser un certain nombre de forces, des énergies de la nature, des plantes, l'art de guérir. À la base, c'est donc quelque chose de plutôt positif. C'est positif, mais c'est aussi quelque chose qui va détenir un pouvoir. Et bien entendu, dès que l'on va être en possession d'un pouvoir, eh bien, il va y avoir une forme de crainte qui va être associée à cette détention. Le problème ne vient donc pas de leurs actions, mais vient du pouvoir qu'elles vont détenir, en particulier dans les grandes religions monothéistes, puisque tout simplement le pouvoir va appartenir à Dieu
et par délégation va appartenir à ses représentants. Si à un moment on a quelqu'un qui détient un pouvoir qui n'est pas sous l'autorité de la religion, eh bien c'est quelque chose qui va être un pouvoir dissident. Alors ces superstitions vont avoir une large place dans une autrice telle que George Sand, qui va représenter finalement toutes ces croyances populaires dans la région du Berry, où il semblerait que la figure de la sorcière, du sorcier, a encore une place extrêmement importante. Alors c'est assez paradoxal parce que finalement, la place occupée par les sorciers, les rebouteux, les guérisseurs, était assurée par l'absence des médecins dans les campagnes et finalement l'absence de références rationnelles aux pratiques de la vie. C'est paradoxal puisque aujourd'hui, finalement, la désertification des campagnes, l'absence de médecins dans certaines zones rurales, eh bien, fait un écho à des pratiques anciennes qui finalement n'ont jamais véritablement disparu, mais trouvent aujourd'hui eh bien, un second souffle dans notre société contemporaine. C'est notamment ces pratiques qui sont décrites par Brigitte Lucas, ethnologue, dans Mon Berry sorcier, où elle va aller à la rencontre des personnes qui ou vont avoir recours à ces formes de sorcellerie, ou vont eh bien, pratiquer ces formes de sorcellerie. Pour elle, c'est une confusion qu'il ne faut pas faire entre ceux qui vont maîtriser les forces de la nature, les herboristes, les rebouteux, ceux qui vont finalement savoir maîtriser ces énergies qui nous échappent de manière rationnelle, et les sorciers qui vont plutôt être associés de manière traditionnelle à un pouvoir négatif, à un pouvoir maléfique. Dans la religion catholique, il n'y a aucune ambiguïté. Tout pouvoir surnaturel a une origine démoniaque. C'est le témoignage de ce prêtre qui ne souffre absolument aucune contestation. Que peut être exactement un sorcier? Un sorcier, c'est quelqu'un qui fait alliance avec le diable, avec l'esprit du mal, pour se venger contre les hommes et faire le mal vis-à-vis de son semblable. Créer, tu vois, des difficultés dans la famille, dans les récoltes, dans les animaux et même sur l'individu. Le sorcier, c'est celui qui fait mal. Parce qu'il est voué, il a donné, il a vendu son âme au diable pour avoir certains pouvoirs et il les exerce en vue de faire le mal. Alors au niveau des légendes, si le sorcier est très connu dans le Berry grâce à l'œuvre de George Sand, toutes les régions de France sont citées. On peut penser à Mélusine dans le Limousin, à Morgane en Bretagne, à la Vouivre en Franche-Comté. On peut penser en Alsace aux sorcières de Roufiac. Ce sont des légendes, mais c'est quelque chose aussi qui va introduire notre seconde partie. Alors l'histoire de la chasse aux sorcières commence au XIVe siècle, en plein Moyen Âge. Plus précisément, on pourrait le faire débuter avec la grande épidémie de peste noire qui va frapper l'Europe en 1390. En effet, l'année suivante, en 1391, Jeanne de Brigue va être brûlée vive pour acte de sorcellerie. En effet, cette épidémie
est de l'ordre de l'irrationnel pour la population du Moyen Âge, et forcément ils vont chercher des réponses qui vont être de l'ordre du mystique, et les responsables vont être logiquement les sorcières, ou plus précisément des femmes qui vont contrevenir à l'ordre moral de l'époque, des guérisseuses, des avorteuses, mais aussi, au-delà de ça, des femmes seules, des femmes qui ne vivent pas sous l'autorité d'un homme, des vieilles femmes, des femmes qui sont finalement en marge de la société. Mais ce n'est pas au Moyen Âge que la chasse aux sorcières va atteindre son apogée. C'est véritablement sur le XVIe et XVIIe siècle que l'on va voir le plus grand nombre de procès. Nous avons évoqué déjà tout à l'heure les procès de Roufiac en Alsace, où des centaines de femmes ont été condamnées et exécutées pour sorcellerie. Un autre procès a marqué l'histoire de la sorcellerie, ce sont les sorcières du Pays basque. En 1609, Henri IV envoie un juge, Pierre de l'Ancre, qui va parcourir pendant plusieurs mois le Pays basque et mener des dizaines de procès focalisés sur les femmes. En effet, le Pays basque, proche de la frontière espagnole, va être le lieu d'un affaiblissement du pouvoir royal. Le juge Pierre de l'Ancre n'aura un rôle d'inquisiteur que de manière accessoire. C'est bien un rôle politique qu'il joue ici. Et les femmes vont encore être victimes de ces procès, puisque au Pays basque, quand les hommes vont partir pour des campagnes maritimes, pour aller pêcher notamment la morue au large de Terre-Neuve, eh bien ce sont les femmes qui exercent le pouvoir. Logiquement, finalement, Pierre de l'Ancre va s'en prendre à ces femmes et va en exécuter plusieurs centaines. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement le nombre de femmes qui ont été exécutées au cours de ces procès. Mais on sait que le retentissement a été international au point que les hommes, à Terre-Neuve, ont entendu parler des procès qui se déroulaient au Pays basque, ont interrompu leur campagne de pêche pour revenir et chasser Pierre de l'Ancre. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, ce n'est pas moins de 175 procès qui ont été recensés par les historiens. Selon eux, on atteint plus de 100 000 victimes et parmi ces 100 000 victimes, à peu près 90% sont des femmes. Cette folie meurtrière prendra fin en 1679 avec la mort de Marie Bosse, une des principales sorcières de l'affaire des poisons. À partir de cette date, Louis XIV voudra mettre fin à ce mysticisme qui pourrissait la France et qui donnait une forme de paranoïa générale à sa cour. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que ces procès et ces exécutions se sont focalisés à plus de 80% sur les femmes? Comme on l'a dit tout à l'heure, la chasse aux sorcières a été construite sur un ouvrage, le Malleus Maleficarum, qui était un véritable manuel pour les chasseurs de sorcières. Or, ce manuel est clairement un ouvrage misogyne. Son titre en est la toute première illustration, Maleficarum, au féminin, qui renvoie, dans une traduction, marteau des sorcières, et pas des sorciers, qui auraient été maleficorum. Ce sont donc bien les femmes qui sont visées dès le titre de l'ouvrage.
la misogynie des auteurs va être extrêmement claire. Je vous cite un premier passage du Malleus Maleficarum. Parce qu'elle a été faite d'une côte courbe, c'est-à-dire d'une côte de la poitrine tordue, et comme imparfaite, et déçoit toujours. Ce passage renvoie à la création de la femme dans la Bible, qui a été faite à partir d'une côte tirée de la poitrine d'Adam. Et selon les auteurs, eh bien, la courbure de cette côte rend la femme imparfaite et donc sensible à l'expérience démoniaque. Les auteurs vont d'ailleurs jusqu'à faire une étymologie du mot femme complètement fausse, puisque selon eux, femme vient de fée et de minus, car elle a toujours moins de foi. C'est une étymologie absolument grotesque, puisque féminin vient de femina, celle qui enfante, qui donne la vie, qui a d'ailleurs donné les mots fœtus, par exemple. Mais rien d'étonnant, puisque la chasse aux sorcières est construite sur cet ouvrage, sur ce manuel, eh bien que la répression se concentre de manière quasi exclusive sur les femmes, qui étaient systématiquement accusées de sorcellerie, et entre le XVIe et le XVIIe siècle, qui disait accusation de sorcellerie, disait quasi certainement condamnation et exécution. Cette concentration de la persécution des femmes dans la chasse aux sorcières du XVIIe et du XVIIIe explique pourquoi aujourd'hui la figure de la sorcière est reprise comme symbole totémique de la lutte féministe contre le pouvoir patriarcal, et qui se retrouve dans des courants politiques tels que le féminisme écologique, par exemple. Pour aller plus loin sur ce sujet, si cela vous intéresse, je vous conseille l'excellent ouvrage de Mona Chollet, Sorcière, qui évoque cette figure féminine et féministe. Au niveau de l'histoire de la sorcellerie, je vous conseille cet ouvrage extrêmement bien documenté, Histoire de la sorcellerie en Pays Basque, les bûchers de l'injustice, de Beñat Zinto Garmendia. Et puis ça peut être aussi l'occasion de redécouvrir l'œuvre de George Sand sur le Berry et les pratiques sorcellerie de cette belle région. Merci et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur De Thomas Philosophie.